très heureux de vous retrouver donc, pour cette troisième et dernière table ronde de la matinée de cette conférence organisée par Droit et Croissance sur l'engagement actionnarial. Cette dernière table ronde, on l'a appelée un peu en cédant un peu aux effets d'annonce des blockbusters américains, The Rise of Green Activism. On sera évidemment plus modeste et plus mesuré dans la discussion, mais l'idée c'était d'ouvrir finalement un peu la conférence sur les nouvelles formes d'engagement et la montée de nouveaux types d'investissements qui sont de plus en plus qualifiés d'investissements responsables, d'investissements ESG, d'investissements verts. Et on s'est dit que c'était intéressant de prendre le temps d'une discussion sur ce sujet avec évidemment les premiers concernés, les professionnels qui sont dans ce secteur, pour se poser concrètement la question de l'impact. C'est-à-dire que Paris qui veut devenir la place de la finance verte, la montée de l'investissement responsable, les CEO qui expliquent qu'ils veulent développer à long terme les entreprises et que décidément le capitalisme doit changer. Eh bien, concrètement, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est et si on essayait de dresser des perspectives, quel serait le monde vers lequel nous nous dirigeons ? C'est un thème qui est très riche et qui fait l'objet de beaucoup d'articles dans la presse. Je pense qu'on aura l'occasion aussi pendant cette discussion de revenir, et j'espère qu'on pourra le faire avec des illustrations, de revenir sur des cas concrets passés ou récents. C'est un sujet où finalement les perspectives sont assez différentes entre justement des investisseurs qui font le choix de l'ESG et qui expliquent que à la fois cet investissement permet d'identifier les entreprises qui ont vocation à avoir un développement à long terme, un développement durable, et en même temps c'est un investissement qui apporte plus de valeur aux actionnaires. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce qu'on en a des preuves ? Des émetteurs qui expliquent, enfin des émetteurs, pardon, disons des dirigeants d'entreprises, des dirigeants de grandes sociétés cotées qui expliquent que le focus à court terme ne permet pas de développer des stratégies à long terme et que du coup il faut insister sur la RSE, insister sur l'ESG qui est de nature à justement faciliter ce développement à long terme. Pareil, est-ce que c'est juste du discours? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est fondé? Les pouvoirs publics qui se mêlent du sujet en tant que régulateurs dans une réglementation qui peut être parfois juste une réglementation qui vise à interdire certaines pratiques, ou une réglementation qui repose plus sur la théorie du signal, c'est-à-dire grosso modo tout ce qui relève de l'information communiquée au marché. On considère que l'information extra-financière est une information qui est intéressante pour les marchés parce qu'elle est de nature à mieux diriger les investissements. Quel est l'impact concret? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et puis une forme de radicalité nouvelle, que ce soit de la part des consommateurs, que ce soit de la part des ONG, que ce soit de la part de parties prenantes diverses et variées auxquelles on ne pense pas forcément, qui, soit par l'effet de coups d'éclat, je pense notamment à quelques interventions qui ont marqué les esprits en Assemblée générale, ou par des campagnes de boycott. Je pense par exemple à ce qu'on appelle le Flixcam, je ne sais pas d'ailleurs si je le prononce bien, mais la honte de prendre l'avion. Voilà, des campagnes un peu massives, très, très fortement relayées par la presse, qui visent à pointer des secteurs d'activité, à pointer des entreprises en particulier. Est-ce que cette radicalité va, enfin, est-ce qu'elle a un effet sur justement ces entreprises, et qu'est-ce qu'on peut attendre à l'avenir? Je pensais aussi, pardon, je voulais le citer parce que je trouvais cette idée un peu intéressante, par exemple des groupes d'investisseurs ou des groupes de particuliers qui se réunissent dans une association pour porter une seule résolution en Assemblée générale, une résolution qui vise à demander aux entreprises de changer de stratégie ou d'être plus transparentes sur certaines de leurs pratiques. Voilà, des nouvelles formes d'action, des nouvelles formes d'engagement un peu originales. Donc j'aimerais qu'on puisse avoir l'occasion aussi de profiter de cette discussion pour en parler un peu. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi évidemment de grands professionnels autour du sujet. Loïc, vous êtes donc le directeur général de Proxinvest, agence de conseil en vote.
Alexis, vous êtes président du Forum pour l'investissement responsable et en même temps directeur de la stratégie dans une grande entreprise d'énergie française. Pierre-Yves, vous êtes le fondateur et à la tête d'Alpha Value, une entreprise de recherche indépendante, recherche en equity. Et enfin, Cédric, vous êtes directeur France de ISS, également une agence de conseil en vote, mais une agence américaine avec des activités dans le monde entier. J'aimerais commencer, mais très brièvement, par introduire le sujet en commençant par le plus évident. Qu'est-ce que c'est concrètement l'ESG? Qu'est-ce que c'est l'investissement responsable? Avoir votre point de vue un peu introductif pour après pouvoir passer plus précisément à la question suivant vos appétences et vos affinités personnelles. Bon, oui. Ouais, alors, l'ESG et aussi alors l'investissement socialement responsable, ça consiste effectivement à essayer d'introduire dans l'investissement tous ces sujets extra-financiers. Et donc, c'est une vision très inclusive finalement de l'investissement en action qui ne va pas regarder finalement l'entreprise que sur le seul point de vue financier, c'est-à-dire éventuellement son résultat ou un traitement qui peut être même mécanique par une base de données par exemple de prévision, mais essayer d'y introduire d'autres informations. Alors ESG, environnement, social, gouvernance, afin de se faire un point de vue. Voilà. Donc moi, j'ai l'impression que ça a toujours existé, mais les investisseurs s'améliorent sur ce sujet en incorporant de plus en plus de données qui sont soit obligatoires de par la loi, soit qu'ils obtiennent grâce à l'engagement, le dialogue qu'ils peuvent avoir. Et j'ai l'impression que c'est aussi une demande du marché. Alors ça, peut-être qu'Alexis saura mieux répondre que moi, mais qu'il y a une attente en fait des consommateurs d'épargne pour des investissements qui ont du sens en fait, et donc qui incorporent pas seulement le but, effectivement, alors là on rejoint les débats de la loi Pacte et de l'évolution du Code civil, mais pas seulement de faire du profit, mais d'incorporer d'autres dimensions, et éventuellement les incorporant, éventuellement générer plus de profit, et donc répondre à une certaine, par exemple, une certaine inquiétude. Donc j'aime bien l'exemple d'ailleurs du fonds japonais, du grand fonds souverain japonais avec son horizon de 100 ans, mais c'est vrai qu'à 100 ans, certaines activités, on peut se demander si elles ont encore un futur, et donc les incorporer dès à présent pour finalement que les investissements aient eux-mêmes un futur. Alexis ? Bon, alors, qu'est-ce que c'est qu'un investissement ESG? Donc la première chose, c'est effectivement ce que Loïc a dit, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'exigence à ce que toute l'information disponible soit bien intégrée dans la décision d'investissement. Ça, j'ai envie de dire, c'est le stade 0. Le stade 1, il se développe depuis 15 ou 20 ans. C'est la prise de conscience par les investisseurs qu'un certain nombre d'événements qui n'ont pas l'air financiers ont de très sérieuses conséquences sur le cours de bourse. Et notamment, dès qu'il y a un risque de réputation, ça se traduit dans le cours de bourse. Donc, les exemples sont nombreux et célèbres. Ils touchent aussi bien à l'environnement. C'est le cas de Volkswagen qui dévisse quand on apprend qu'il y a eu tricherie sur un logiciel d'émission de diesel. Ça vaut pour le social, ça vaut comme pour la gouvernance, naturellement. Chaque fois, il y a donc cette sensibilité nouvelle des investisseurs depuis 15 ans qui y travaillent à l'idée qu'il y a un certain nombre de risques extra-financiers et qu'en fait, ils ont une matérialité financière. Et donc, il faut donc les maîtriser. Et puis, et c'est ce qui est nouveau depuis, dans la période qu'on vit, en fait, cet aspect de risk management est en train de s'effacer derrière une recherche d'impact positif, et donc devant une promesse nouvelle, qui est que l'investissement que l'on fait finalement vise et a un effet positif pour la société dans laquelle on vit. Alors c'est très facile à dire, beaucoup plus difficile à faire. C'est pour ça que c'est une matière riche, évolutive et dans laquelle il y a énormément d'innovation. Mais en tout cas, il y a une promesse nouvelle qui est que grâce à la finance, on peut changer le monde. En tout cas, c'est une promesse auquel on croit au FIR. Très intéressant. Merci Alexis. Pierre-Yves ? Pardon. Du point de vue de l'analyse financière en action, ça a été dit ce matin, en fait, dans l'ESG, il n'y a que le G qui compte. Les deux autres n'ont aucun intérêt si le G est dysfonctionnant. Ça reste majoritaire, le dysfonctionnement. Alpha Value fait de l'ESG depuis 11 ans, un petit peu comme M. Jourdain. Et puis, de temps en temps, sans trop le savoir, on vérifie sur les chiffres s'il y a des écarts de performance entre le bon G et le mauvais G. Il n'y en a aucun.
Donc historiquement, ce n'est pas pertinent. Par contre, ce qu'on entend là est très très vrai, c'est-à-dire qu'il y a une forme de demande claire, intense de la part des porteurs finaux du choix d'investissement d'intégrer cette dimension-là. Il reste à voir si les entreprises seront un peu réactives et ce qu'on a pu observer, c'est que si elles ne sont pas réactives, c'est parce que les conseils d'administration ne le sont pas, autrement dit les actionnaires ne le sont pas. On reparlera de ça. Merci. Non, je crois que tout a été dit. Effectivement, c'est une tendance, l'intégration de l'ESG qui est assez longue. Il y a un certain nombre de gérants et d'analystes financiers qui ont fait de l'ESG pendant des années sans savoir qu'ils faisaient de l'ESG. Voilà, ça c'est au fil du temps, ça s'est structuré, ça s'est sophistiqué. Effectivement, l'accès à la donnée a permis de révolutionner un certain nombre de pratiques. Sur effectivement la poussée des individuels, je serais peut-être un peu plus mitigé sur l'impact qui existe maintenant. Par contre, je pense qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé, qui avait été abordé sur une table ronde précédente, qui est effectivement la responsabilité des investisseurs, puisque effectivement ils détiennent des parts gigantesques que de la richesse et des entreprises, et donc effectivement le rôle sociétal et systémique des investisseurs institutionnels. Alexis, vous vouliez réagir rapidement ? Oui, alors simplement pour vous donner quelques chiffres qui permettent de préciser un peu quelle est la demande. Alors, on vit en France une forme de paradoxe complet. Nous sommes une des places financières leaders en matière de finances responsables et de finances vertes. Donc l'industrie sait fabriquer et est même en avance par rapport à d'autres places financières. Quand on fait ce que le Forum fait chaque année, des sondages auprès des Français, il y en a un peu plus de 60% qui veulent des produits responsables. Et quand on le demande à ces mêmes Français, vous en a-t-on proposé ? La réponse est oui, qu'à 5%. Donc il y a de l'offre, il y a de la demande et il manque l'appariement. C'est d'ailleurs un vrai sujet de politique publique et de fabrication de la politique publique, mais ça, on peut y revenir. Merci Alexis. Effectivement, je pense qu'on pourra revenir sur cette question d'appariement et de comment concrétiser cette volonté qui ressort dans les sondages. Pierre-Yves, j'ai envie de commencer par vous, puisque vous avez commencé assez fort. Entrons directement dans le sujet. Donc dans l'ESG, beaucoup de choses qui peut-être sont ou stériles ou inutiles. Moi, de ma première expérience de fonctionnaire, ce qu'on me disait tout le temps, c'est qu'il y avait beaucoup trop d'items, beaucoup d'informations, beaucoup d'informations demandées aux entreprises qui n'est pas forcément valorisées, qui n'est pas forcément utilisées par les investisseurs, par les marchés financiers. Vous dites que pour vous, c'est le G est un peu le juge de paix de l'ESG. Parlons du G pour commencer. Quels sont selon vous les critères effectifs et les critères qui, pour le coup, n'apportent rien ou ne sont pas différenciants quand on parle des critères de gouvernance ? Je vais commencer par un peu de provocation. La féminisation des boards n'apporte plus rien. C'était intentionnel parce que tant qu'il y avait peu de femmes, on faisait une différence. Maintenant qu'il y a un niveau administratif à minimal dans les conseils d'administration, finalement, c'est plus un facteur de différenciation. Voilà, c'était un peu de provocation. Non, le point important en matière de gouvernance, c'est clairement qu'il y ait des administrateurs indépendants qui soient, je dirais, avec cette vraie indépendance effective dans leur fonctionnement intellectuel, c'est-à-dire une capacité d'indignation dans des situations difficiles, et ça, fondamentalement, c'est extrêmement dur à trouver. Si vous prenez les statistiques du type Reuters sur le nombre d'administrateurs indépendants dans l'univers européen, vous trouvez 60%. Quand on fait nos propres calculs, c'est-à-dire en se posant des questions typiquement sur les relations que peuvent avoir tel ou tel administrateur avec telle ou telle autre personne, on retombe à 39%. Donc il y a clairement un énorme problème. Alors pourquoi je parle de ce sujet-là ? C'est que de notre point de vue, nous travaillons pour un investisseur minoritaire, equity, et que cette personne-là ne peut être défendue que par un indépendant. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est une perspective qui est la nôtre, parce que commercialement, c'est notre territoire que de vendre de la recherche vers ces investisseurs minoritaires. Si notre clientèle était, par exemple, des investisseurs obligataires, évidemment, leur problème n'est pas du tout le même. Le conseil d'administration peut être organisé différemment, puisque la perspective de l'obligataire, c'est bien de récupérer son capital à l'échéance. Donc le problème de la pertinence de l'indépendance est intimement lié à la perspective de l'investisseur dans l'entreprise. Voilà. Donc ce que je retiens, c'est qu'il peut y avoir loin de l'information communiquée à la pratique effective. Peut-être une réaction sur ce point où
vous, Cédric, Loïc, qui avez pour métier donc celui de l'agence de conseil en vote, vous êtes, j'imagine, très intéressé par ces informations et peut-être que vos clients aussi sont très intéressés. Qu'est-ce qu'ils en font concrètement et comment, en fait, en quoi votre métier a une importance dans cette chaîne de transmission de l'information et de valorisation de cette information? Oui, alors pour rebondir tout de même, ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il y a une distinction entre l'information publique, c'est celle qui est mise à disposition, donc par exemple sur l'indépendance des administrateurs, et finalement la valeur ajoutée que vous pouvez avoir dans notre activité, mais par exemple juste dans le dialogue avec certains administrateurs. Donc effectivement, il y a une grande différence entre le papier, c'est le rapport annuel qu'on lit, et puis finalement, bon, derrière, ce sont des individus, des gens avec plus ou moins de personnalité, leur propre vision, et il y a une grande différence. Donc finalement, la gouvernance, ça se vit au-delà du simple rapport annuel. Et bien sûr, la loi ne peut pas prédéfinir dans ces informations, demande un certain nombre minimal d'informations qui nous aident beaucoup, mais sur lesquels finalement il y a encore quelques limites pour aller plus loin. D'ailleurs, c'est un peu le travail aussi des activistes parfois d'aller plus loin. Nous, en fait, en tant qu'agence de conseil de vote, on est des intermédiaires. On a effectivement une gestion, en tout cas l'industrie financière qui s'est diversifiée au fil des 30 dernières années. Donc on a diversifié les portefeuilles. On a ces géants de la gestion passive que sont BlackRock ou Vanguard ou State Street que l'on a cité ce matin. Ils investissent dans des milliers d'entreprises et les gérants d'actifs, de toute façon, doivent diversifier leur portefeuille. Donc même si je suis un gérant ISR, j'ai quand même un grand choix de sociétés cotées à travers le monde. Je fais des filtres, je peux exclure et à la fin, j'ai quand même des portefeuilles qui sont assez larges. Et donc, nous existons pour finalement lire ces rapports annuels qui vont faire plusieurs centaines de pages, les résolutions, et essayer de les aider en fait en très peu de temps à avoir accès à l'information. Sur l'information ESG, alors le G, vous imaginez bien, quand on émet des recommandations de vote sur la gouvernance, c'est vraiment l'information clé. La composition des administrateurs qui est proposée, la rémunération des dirigeants sont des sujets qui sont au cœur de notre métier. Ce qui s'est développé ces dernières années, c'est la demande des clients pour qu'on aille au-delà. Et nous, par exemple, nous avons fait évoluer notre politique de vote pour essayer d'incorporer une dimension plus environnementale, par exemple, et sociale. Sur l'environnement, par exemple, lors de chaque renouvellement d'un directeur général, on va faire un petit test. En fait, on regarde sa performance financière d'ailleurs, mais on regarde aussi sa performance environnementale. On fait juste un petit test sur l'évolution des émissions de carbone, sur le scope 1 et 2, et voir depuis qu'il a été nommé, est-ce que ça va dans le bon sens, est-ce que la situation s'est dégradée, l'intensité. Et après, on va regarder, par exemple, sur le scope 3, est-ce qu'il communique bien. On va pousser l'entreprise, on l'a fait également avec Fitrust, que je vois dans la salle, mais à adhérer à la SBT, qui est la Science Based Target Initiative. Donc, en fait, on essaye d'accompagner nos clients en disant, OK, effectivement, les sujets environnementaux sont importants. On pousse pour que les entreprises incorporent les critères extra-financiers dans leur rémunération. Donc là également, dans le secteur extractif, inclure les émissions de carbone, ça semble important. Sur le sujet social, on a surtout, par exemple, on essaye de remettre un peu de cohésion sociale. Et donc, en fait, par exemple, lorsqu'il y a des restructurations dans une entreprise, des plans de licenciement, là, on va être très, très exigeant vis-à-vis des dirigeants sur leur rémunération, en fait, en estimant qu'ils doivent être exemplaires. Et dans un futur proche, la loi Pacte introduit le ratio d'équité. On sait qu'on va regarder de plus en plus les évolutions de rémunération des dirigeants par rapport à l'évolution de la rémunération des salariés, en fait. Vous savez que les dirigeants se comparent beaucoup avec les dirigeants américains. Là, le but, c'est qu'on voudrait qu'ils se comparent avec leurs salariés. Donc voilà quelques exemples. Et après, on a une activité de conseil personnalisé, donc des clients qui sont parfois un peu plus militants, engagés, et qui vont avoir des attentes très personnelles. Donc, par exemple, sur la transition énergétique et environnementale, en France, il y a eu l'introduction de l'article 173 dans la loi de transition énergétique. Et donc, certains investisseurs institutionnels, désormais, sont très, très engagés et demandent. Alors souvent, c'est à leur gérant, lorsqu'ils mandatent ça auprès des gérants, et ils vont regarder les efforts en matière de transition énergétique et environnementale, ce qui consiste après à passer en revue tous les indicateurs des rapports RSE sur l'environnement, sur le climat, donc les émissions de carbone, l'électricité renouvelable, les consommations d'eau, tout ça on regarde pour voir si ça évolue dans le bon sens.
Cédric, avec cette vision peut-être un peu plus globale. Quel constat vous en tirez? Pas vraiment plus global, puisqu'effectivement, voilà, comme l'a dit Loïc, on est au service de nos clients. Donc pareil, effectivement, la gouvernance est traitée effectivement dans toutes les politiques de vote pour lesquelles on fait de la recherche. Pareil, des politiques customisées pour les clients qui voudraient avoir des approches spécifiques. Mais effectivement, comme on parlait d'une vague verte, effectivement, on se rend compte que les demandes des clients sur de l'intégration d'environnemental et le social au sein des AG, qui sont quand même plutôt des forums de gouvernance, est vraiment un mouvement de fond. Et juste récemment, on vient de sortir une politique de vote climat pour nos clients, où effectivement, en fonction de la performance climatique de la société, sont associées des sanctions en termes de vote. C'est vrai qu'il y avait une grosse frustration chez un certain nombre d'investisseurs, notamment européens, de ne pas avoir de résolution sur lesquelles s'exprimer sur des sujets environnementaux ou sociaux. Une frustration qui est un peu moindre aux États-Unis, où effectivement on a des résolutions d'actionnaires. Donc les sociétés de gestion pouvaient effectivement montrer leur engagement environnemental et social au travers des votes sur ces résolutions. Pas du tout le cas effectivement en Europe. C'est peut-être effectivement un point à changer si on veut développer l'engagement environnemental et social des sociétés de gestion. Pierre-Yves, vous vouliez réagir? Oui, avec la casquette d'analyste, en fait, on se rend compte que l'information abonde sur la matière environnementale, parce qu'il y a une pression des investisseurs pour ça. Elle est extrêmement difficile à comparer ou à structurer. Alors peut-être que dans un seul pays, on peut y arriver, mais quand on a des groupes mondiaux avec de l'information qui arrive de Chine de façon déstructurée, ce n'est pas possible. Donc on a beaucoup de mal à faire la connexion entre ces problématiques d'environnement et des logiques de vote, typiquement. D'où l'importance qu'on donne à la gouvernance, puisque c'est elle qui, en quelque sorte, peut absorber cette difficulté à traiter l'information. Je ne pense pas que le monde extérieur puisse le faire sérieusement. On y arrivera peut-être un jour par le big data, mais c'est quand même sérieusement compliqué. Et ça me permet aussi d'aborder un autre angle de ce problème d'environnement, c'est que le problème d'environnement est traité en gouvernance d'une certaine façon par la pression de l'extérieur de l'entreprise. Donc les fameux stakeholders, on a des tas de cas d'entreprises qui ont ajusté brutalement leur stratégie en matière d'environnement uniquement parce que les clients ont dit ça suffit. Donc en fait, les déformations en matière d'ESG sont énormes et elles viennent essentiellement de ce facteur de réactivité des consommateurs aujourd'hui sur un certain nombre de pans d'industrie. Et puis on voit bien que le corporate s'ajuste littéralement dans le quart d'heure, alors que si c'était le conseil d'administration qui l'ait demandé, ça ne se ferait pas. Alexis aussi, vous vouliez peut-être réagir juste sur ce qui vient d'être dit? Alors, j'ai deux points de réaction. La première, c'est sur l'intervention de Cédric sur le droit français. Alors, nous, on a une conviction au forum, c'est que le droit français est tellement malthusien qu'il interdit le fait d'apostropher le management d'entreprise sur des questions environnementales, sociales ou de bonne gouvernance. Les seuils de résolution sont tellement élevés qu'il faut 500 millions d'euros d'actions pour interroger Total. Et donc, matériellement, et l'ensemble des procédures de dépôt est d'ailleurs fait dans un temps tellement court que matériellement, il est extrêmement difficile d'avoir un dialogue sur des questions de développement durable, alors qu'il n'y a aucun risque pour le management, sinon d'avoir à expliquer sa politique, ce qui est le moins qu'on puisse attendre de lui. Donc, au forum, on milite pour qu'on passe de ce droit malthusien à un droit plus ouvert. Il y a quelques semaines, il y avait la publication d'un rapport d'ONG américaine sur les résolutions et le vote des sociétés de gestion européennes et américaines dans les grands énergéticiens d'Amérique du Nord. Alors, en tant qu'Européen, ma grande satisfaction était de constater que les sociétés européennes votaient beaucoup plus les résolutions climat ou contre les rémunérations excessives que les sociétés américaines. Mais si on prend 2 pas de recul, il est impossible de déposer une résolution climat en France. Et donc, je serais tellement plus fier que ce soit possible. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un deuxième problème. Effectivement, il faudrait abaisser les seuils. Mais je pense qu'il faudrait aussi se poser la question effectivement de la toute-puissance du conseil d'administration pour accepter ou non l'inclusion de la résolution. Et donc effectivement, le système américain, où si une société veut ne pas rajouter une résolution qui lui a été proposée à l'agenda, elle doit passer par le régulateur pour le justifier, ce qui effectivement permet une certaine équité. Il y a eu des cas historiques en France où des conseils ont refusé effectivement l'inscription de résolutions. Et
les investisseurs sont quand même réticents à aller en justice contre un conseil d'administration qui aurait refusé de mettre à l'ordre du jour une résolution. Donc effectivement, avoir un arbitre de la validité de la résolution serait peut-être aussi une bonne chose en plus des seuils. Donc on partage l'idée donc qu'il faut faire évoluer le droit français, je crois. Le deuxième point, c'est sur... alors je ne veux pas polémiquer parce que la gouvernance est une chose fondamentale et je viens de vous le dire. Mais je pense que les investisseurs qui rejoignent notre association ont aussi la conviction que d'autres sujets doivent être portés et qu'en fait, en ne le faisant pas, d'ailleurs, on représente assez mal les intérêts des porteurs de parts qui vous confient leur argent. Il y a pour une société dans sa vie, il arrive un moment où si on n'a pas pris le virage environnemental, les clients d'un coup partent parce qu'ils ont choisi un autre fournisseur qui lui l'a pris. Et là, pour remonter la pente, il faut un peu de temps et de réinvestissement. Et donc, le fait de ne pas se poser la question de l'ensemble des signaux faibles, c'est en fait faire de très mauvaises affaires. Donc ça, c'est la première chose. Et puis par ailleurs, il y a une attente sociétale de responsabilité qui est telle qu'on a un discours qui ne devient plus audible. Et faisons très attention. On est parti d'un monde de la finance dans lequel la question de la responsabilité de l'investisseur était finalement assez peu posée, à un monde qui change extrêmement vite. Et je suis persuadé que dans quelques années, on ne comprendra plus que l'investisseur ne soit pas posé la question de sa propre responsabilité. Le problème, c'est que si ça change très très vite, il faut donc s'y préparer, parce que les méthodologies pour les manières de travailler vont changer. Elles changent déjà. Et donc j'invite moi tout le monde à d'abord à interroger son banquier pour savoir ce qu'il fait avec votre argent, et d'autre part les professionnels de la finance à être au rendez-vous de ce changement majeur. Vous répondez aux questions que j'avais prévu de poser. Je vais prendre un café tranquillement et vous laisser continuer la discussion. Non, mais du coup, je vous propose de faire un petit wrap-up à ce stade. Et en fait, voilà, ce que j'entends, c'est les entreprises, risque de valorisation qui arrive, qui n'est pas forcément anticipé, pas forcément identifié en tant que tel, mais qui va finir par avoir un impact. Et ce que j'entends également, c'est les intermédiaires, les gestionnaires d'actifs, les investisseurs institutionnels qui agissent pour le compte d'eux, c'est-à-dire pour le compte de l'épargnant, pour le compte du détenteur final du capital, qui lui aussi, de plus en plus, en fait, dans ce monde, va engager sa responsabilité. C'est-à-dire, est-ce qu'il a une politique d'engagement? Est-ce que cette politique d'engagement est effective? Est-ce qu'il rend des comptes sur cette politique d'engagement? Donc, pour aller du coup cette fois un peu plus sur le sujet de l'impact. Et d'ailleurs, Loïc, vous me parliez d'un exemple très concret qui avait été relayé très récemment par le FT, où en fait le FT faisait le constat donc de l'ineffectivité de l'engagement des gestionnaires d'actifs aux États-Unis sur un exemple très concret qui était celui de la transparence faite par les entreprises, les grandes entreprises dans lesquelles ces gestionnaires d'actifs investissaient, sur le lobbying et sur les entités qui finançaient. Grosso modo, schématiquement, mais vous en parlerez mieux que moi, grosso modo un gros pollueur qui, évidemment, main sur le cœur, explique qu'il a une politique verte et qu'il est évidemment prêt à adopter une stratégie verte sans aucune réserve, et qui, à côté, finance des lobbyistes qui vont régulièrement au Congrès expliquer qu'il ne faut pas non plus être très très dur sur le gaz de schiste. Oui, je voudrais effectivement insister sur le fait que il y a de plus en plus, et il va y avoir de plus en plus de débats sur effectivement le caractère réellement responsable des intermédiaires financiers. C'est le sens de la directive droit des actionnaires 2 dont on a parlé ce matin, qui en fait demande de définir, en fait, qui d'ailleurs a été transposé dans l'article 198 de la loi Pacte, et qui en fait demande de définir une politique d'engagement actionnarial et un rapport annuel sur l'engagement actionnarial. Et en fait, c'est un texte qui concerne à la fois les asset managers, mais aussi leurs clients, les asset owners, donc les investisseurs institutionnels. En fait, ce qui se passe, c'est que les investisseurs institutionnels vont devoir de plus en plus rendre des comptes en fait sur l'investissement fait
à leurs ayants droit, donc par exemple les futurs retraités dont la retraite est gérée par une caisse de retraite, ou les porteurs de l'assurance vie. Ces institutionnels, effectivement, ils confient l'argent à des gérants d'actifs dont c'est le métier la plupart du temps, et ces gérants, on leur demande donc des comptes. Donc les asset owners font faire de plus en plus pression sur les asset managers, et indirectement les asset managers vont devoir désormais un peu faire pression ou dialoguer, en tout cas, ou collaborer avec d'autres investisseurs vis-à-vis des entreprises dans lesquelles ils ont investi. Donc vous avez une chaîne de responsabilité qui se développe. Ce cas-là est un exemple récent. Il y avait l'Assemblée générale de BHP, je crois, qui est une société anglo-australienne, et certains investisseurs ont décidé ces investisseurs plutôt australiens, anglais, américains ont décidé de déposer une résolution pour en fait demander en fait à BHP d'arrêter de. Enfin, en fait, il y a 2 ans, il y avait déjà une résolution qui demandait à BHP d'arrêter de financer certains lobbies qui effectivement allaient dans un sens contraire en fait à la politique publique annoncée par BHP. Et puis finalement, 2 ans plus tard, ils se sont rendus compte que BHP restait membre de ces groupes de lobby en fait, et donc les finançait. Enfin, en tout cas, certains d'entre eux, et notamment en Australie, et donc trouver incohérent finalement de financer des groupes de lobby qui vont à l'encontre finalement d'une politique affichée beaucoup plus verte et pour la transition énergétique de la part de BHP. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, ça crée des débats parce que j'ai vu que ces investisseurs, par exemple, étaient mécontents des recommandations de vote de certaines agences de conseil de vote, mais ça veut dire qu'en fait, ils anticipent aussi des votes négatifs de certains investisseurs et se crée un débat dans la communauté des investisseurs. C'est un exemple, mais en fait, il y en a plein d'autres, sur le climat, sur les résolutions Say on Pay, sur les rémunérations des dirigeants. Et donc, vous avez parfois même des gros asset owners. J'ai entendu CalPERS une fois essayer de faire pression sur BlackRock, mais on se dit, ah oui, il y a des débats importants entre asset owners et asset managers qui ne sont pas évidents. Et tous ces débats, voilà, ils vont continuer. Et je pense vont arriver en France aussi parce que la directive notamment prévoit plus de transparence sur les votes des gérants. Donc il va falloir communiquer comment on vote résolution par résolution, sauf certaines qu'on pourra écarter éventuellement, mais la plupart du temps il va falloir être transparent. Et plus vous êtes transparent, plus vous avez les médias, les ONG, vos clients investisseurs et la société civile qui va regarder, peut-être les clients poser une question au guichet de la banque. Et ça crée un écosystème favorable à ce que les sujets soient regardés de plus près. Donc c'est assez positif et je pense que ça va permettre de changer un peu les choses. Peut-être justement, est-ce que au-delà de la réaction, pour aussi aller plus loin, c'est dans tout ce qu'on est en train de décrire, est-ce que les entreprises sont bien outillées ? Est-ce qu'elles savent, est-ce qu'elles sont prêtes ? L'exemple donné par Loïc est extrêmement important, effectivement, parce qu'on a affaire à une boîte extrêmement puissante, BHP, et donc elle a été rappelée en quelque sorte à l'ordre sur son ambiguïté en matière de lobbying, et on le voit se propager à toute vitesse à l'échelle planétaire. Même une structure comme Norges Bank, qui est le fonds souverain donc norvégien, qui se moquait un petit peu en quelque sorte d'exercer son droit de vote, aujourd'hui se sent un petit peu obligé quand même de faire attention aux implications, notamment en matière d'environnement. Donc on a un acteur qui est peut-être le plus gros de la planète, on ne sait pas trop quelle est sa taille finale, qui est en train de là aussi donner des signaux. Donc il se passe quelque chose. C'est une pression politique qui se transmet, comme on vient de l'indiquer. Donc pour les entreprises, qu'elles soient CAC 40 ou qu'elles soient anglo-australiennes comme BHP, de toute façon, le message doit être reçu et elles ne peuvent pas s'abstraire. Pour nous, un des éléments de perplexité, c'est de se dire que c'est le droit français, le droit de société français, qui va peut-être faire bouger les marques. Pas du tout. C'est l'influence effectivement d'une planète qui est assez efficace et homogène et réactive, qui est celle des investisseurs, avec le gros bémol qui a été cité au départ, c'est que tant que l'investisseur, le asset owner, se prend pas en main, il y a un vrai problème. Et en France, on a quand même le sentiment, là je reviens sur une logique un peu étroite, on n'a pas le sentiment que les asset owners étaient totalement toniques sur le sujet. Cédric, vous vouliez réagir ? Et après, je suis tout à fait d'accord sur le fait que l'existence d'un débat entre les asset owners, les asset managers, voire les émetteurs, est très bien. Sauf sur le cas de BHP, alors on fait partie effectivement de ceux qui n'ont
pas recommandé de soutenir. Il ne faut pas non plus sombrer dans un débat simpliste et manichéen sur bien, pas bien. La résolution aurait pu être mieux rédigée, etc. Ouais. Voilà. Bon. Après, chacun conseille ses clients comme il veut. Non, mais c'est un vrai problème. Ouais. Effectivement, que ce soit les contributions politiques ou les contributions à des organisations de lobby, c'est vraiment un sujet majeur. Quand on regarde les résolutions effectivement environnementales et sociales aux États-Unis, c'est le premier sujet. Donc effectivement, c'est pas un détail. Après, BHP est un sujet à part, parce que dans la résolution, on demandait à la société de sortir de l'équivalent du MEDEF quand même. Alors, peut-être. Bon, écoutez, moi j'essaye de faire avancer la discussion. Et je vous propose qu'on pose sur la table, si vous le voulez bien, Alexis, une idée du Forum pour l'investissement responsable, de permettre à... je vous laisse la présenter, Alexis, et puis qu'on en discute et on se dise est-ce que ça pourrait marcher, par exemple. Alors oui, donc je vous ai indiqué tout à l'heure le paradoxe auquel nous faisons face. D'un côté, une place de Paris qui est leader en matière de finances responsables, et de l'autre, des consommateurs qui sont prêts. Et vous le savez tous très bien, non seulement parce que la consommation durable est devenue une vraie tendance de fond dans l'ensemble des commerces, mais également parce qu'on a une génération qui refuse de mettre des chaussures en cuir, qui est végane et qui se fait entendre bruyamment. Donc on sent tous que la société est prête. Et puis il y a ce mystère de l'absence d'appariement entre l'offre et la demande. Alors, c'est un point qu'on a un peu creusé. Donc, effectivement, le premier constat, c'est qu'on fait encore toujours beaucoup confiance à son conseiller financier. Et donc, tous ceux qui pensent que la désintermédiation est reine, quand on sonde les Français, ils s'appuient toujours quand même beaucoup sur les produits qui sont placés par des intermédiaires financiers. L'énorme problème que nous avons en matière de finances responsables, c'est que nous sommes dans un pays qui a une tradition de vendre des produits financiers par la réduction fiscale. Et donc, en fait, vous n'achetez pas un produit financier, vous achetez une réduction fiscale. Et tant qu'on parle de réduction fiscale et pas de produit, la responsabilité n'arrive pas à apparaître. Donc, on peut en tirer deux conséquences. Soit on pourrait, ce que nous n'avons pas choisi de faire, dire donc il nous faut notre réduction fiscale responsable. Après tout, le logement à la sienne, l'action à la sienne, et ainsi de suite. Bon, c'est pas ce qu'on a choisi de faire. Et puis la deuxième option, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait de façon efficace, en s'appuyant donc sur les acquis des sciences économiques comportementales, pour orienter les consommateurs, donc les épargnants, vers des produits que par ailleurs ils déclarent désirés. Donc on n'a pas l'impression de tordre le bras de personne. Et c'est là où l'acquis des sciences comportementales, c'est donc la théorie du nudge, du coup de pouce qui vous oriente. C'est de proposer par défaut un produit responsable. Alors comment ça se passerait concrètement ? Concrètement, vous iriez voir votre banquier, vous lui expliqueriez que vous n'avez pas de projet d'investissement avant 10 ans au moins, donc il ne va pas vous proposer un produit court puisque votre horizon est assez long. Vous avez par ailleurs, vous êtes une autre épargne, donc vous pouvez prendre plus ou moins de risques en fonction de la taille de votre patrimoine. Donc il classerait le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, et puis une fois qu'il a fait ça, il vous proposerait dans cette classe de risque un produit responsable. Et si vous dites que vous n'en voulez pas, vous n'en auriez pas. Mais si vous ne dites rien, il serait donc par défaut responsable. Donc voilà concrètement ce que l'on propose. On pense que c'est hyper puissant comme outil en termes d'orientation. On a des tas de preuves académiques que c'est comme ça que ça marche le mieux en termes de politique publique. On est respectueux du libre arbitre des individus qui ont le choix de refuser. Et en même temps, on est convaincu qu'un produit responsable, c'est quand même globalement avoir un impact positif sur la société meilleur que si il ne l'est pas. Et donc, voilà la proposition que le Forum fait. Pierre-Yves, Cédric, peut-être ? Moi, ça me paraît effectivement une excellente idée. La difficulté, c'est de la pousser et de le faire savoir, parce qu'il y a déjà des fonds qui fonctionnent sur ce modèle-là, avec 10% en gros de l'investissement qui sont affectés à de l'impact positif. On peut prendre le vocabulaire qu'on veut, et en gros, l'investisseur sait que là-dessus, il n'aura pas de rendement, ou très peu. Donc le principe existe déjà, mais il est probablement, effectivement, il doit être mis en évidence de façon beaucoup plus intense, mais l'idée me paraît tout à fait raisonnable. Oui. Ça me paraît une très bonne idée. Bon, adopté. On soutient. On va le refaire rentrer dans le programme
de programme de réforme potentielle de droit et croissance. Bon, pour en revenir, pardon, pour être un peu plus sérieux, il y a quand même cette idée là qui ressort globalement de la discussion, qui est que on peut demander aux entreprises de sortir toute l'information du monde. En fait, le seul levier qui reste véritablement efficace, c'est, heureusement d'ailleurs que c'est cette conclusion, c'est l'engagement actionnarial. Et donc, faciliter cet engagement, faciliter le contact direct est de nature à du coup, faire prospérer aussi la problématique de l'ESG. Est-ce que, donc du coup, pour poursuivre la discussion sur ce fil, quelques idées que j'aimerais remettre au pot. L'idée dont vous me parliez, Cédric, de celle qui vise à de plus en plus montrer que les gestionnaires, plutôt que de voter avec leurs pieds, donc de quitter, de sortir de cotes, de sortir des sociétés dans lesquelles ils ont investi, préfèrent faire le choix d'être vocal et donc de manifester leur désaccord, sans d'ailleurs prétendre être particulièrement dans un champ de l'investissement actif. Est-ce que c'est une tendance qu'on observe? Est-ce qu'on a des exemples, des illustrations récentes qui tendent à le montrer? Le premier exemple qui tend à le montrer, effectivement, c'est le développement des résolutions d'actionnaires aux États-Unis, où c'est possible, où on voit une croissance constante, effectivement, du nombre de résolutions qui sont proposées, et avec deux corollaires qui montrent qu'effectivement ça fonctionne, c'est-à-dire que le taux effectivement de soutien moyen lorsqu'elles sont votées aux AG augmente au fur et à mesure. Alors, il est pour l'instant que je crois, de 27%, donc il y a encore de la marge de progression. Mais surtout, en fait, il faut comprendre que la logique de dépôt de résolution aux États-Unis n'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire que, en France ou en Europe, quand on discute avec la société, on voit qu'on est en situation d'échec, et donc, je veux dire, la solution ultime qui matérialise l'échec de la discussion est le dépôt de résolution. Aux États-Unis, en fait, la logique est renversée, c'est-à-dire on propose la résolution à la société, on discute, et si on ne se met pas d'accord, elle finit au vote. Donc, effectivement, une autre statistique qui est intéressante, c'est le nombre de résolutions qui sont proposées, mais qui ne sont pas soumises au vote, montrant effectivement que l'engagement a fonctionné et que l'actionnaire qui l'a déposé l'a retiré parce que la société a correctement répondu entièrement ou partiellement à la demande. Et on se rend compte que sur les sujets environnementaux, plus des 2/3 des résolutions sur ces sont retirées. Donc, ce qui prouve qu'il y a quand même effectivement un engagement qui fonctionne. Alors, pour les actionnaires qui sont en dehors des États-Unis et pour qui effectivement le dépôt de résolution est quelque chose de très, très compliqué, effectivement, il y a tout ce qui est engagement plus traditionnel, soit seul, soit en groupe. Donc, il y a notamment les grandes coalitions comme Climate Action. Mais avant ça, il y avait eu Aiming for Aid qui ont eu quand même un certain nombre de succès. Mais voilà, ça n'a pas la visibilité effectivement d'une résolution où à la fin, effectivement, elle est retirée, ou alors effectivement il y a un résultat. Voilà. Le problème, effectivement, on a du mal à quantifier l'engagement. Et après, effectivement, peut y avoir des soupçons de greenwashing sur... Enfin, pas que green, on peut mettre d'autres couleurs dedans. Voilà. Après, il faut arriver à quantifier effectivement l'impact de l'engagement, et là, ça devient assez compliqué. Je voulais bien confirmer ce que dit Cédric. Ça me rappelle ce qu'on Fitrust avait fait, en fait. Je vais donner une branche dans la salle, mais il y a quelques années, Fitrust, avec l'aide d'autres investisseurs, avait essayé de déposer une résolution d'actionnaires chez Total pour demander à Total, en fait, d'être plus transparent sur les risques liés aux investissements dans les sables bitumineux au Canada, les risques environnementaux ou liés aux communautés environnantes. Et
Il y avait eu une grosse pression de Christophe de Margerie et de Total sur certains co-déposants pour les obliger à retirer cette résolution. Donc cette résolution n'a jamais été votée, en fait, alors qu'elle avait les seuils au départ. Mais en fait, elle n'a jamais été votée. Et finalement, a posteriori, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, l'année d'après, on avait un rapport sur les risques. Donc on avait la description des risques environnementaux liés aux sables bitumineux au Canada. Et puis au bout de quelques années, on a senti que Total commençait à se désengager. Ils en ont encore un peu. Mais commence à se désengager des sables bitumineux au Canada, quoi. Donc c'est vrai que parfois se lancer, mais se lancer, c'est là où il faut être très courageux. Donc il faut des gens assez militants, il faut être bon techniquement aussi. Donc c'est vrai qu'il y a toujours les gens qui sont leaders au départ et qui après sont rejoints par beaucoup d'investisseurs. Enfin bon, je vois comme geste, c'est sur un sujet de gouvernance, mais sur Essilor Exotica, cette année, c'était exactement ça, sur les questions de gouvernance. Mais, donc, il faut des gens qui se lancent au départ. Et après, après c'est en rendant public. Alors, c'est là où l'activisme financier d'Eliott ou d'Ambert, ce qu'on avait ce matin, et où l'activisme vert ou gouvernance va avoir un point commun, c'est qu'à un moment, comme on ne connaît pas la base des actionnaires, de toute façon, il faut rendre le cas public pour avoir des soutiens. Et puis finalement, c'est tous ces investisseurs qui soutiennent qui font que l'entreprise, et pourtant Total, c'est quand même une grande entreprise qui, en théorie, a pas vocation à écouter forcément, mais on les fait basculer tout de même. Denis, du coup, peut-être que vous vouliez réagir ou compléter. Oui, enfin, merci de me donner la parole. En effet, nous, on a une assez longue expérience, je suis désolé, j'ai une grosse angine, une assez longue expérience du dépôt de résolution, parce qu'en 15 ans, on a quand même déposé 45 résolutions dans les assemblées générales du CAC 40, avec en effet toute l'expérience à la fois de la joie de la résolution qui peut être déposée, c'est-à-dire présenter à un conseil d'administration qui va dire cette résolution est légale, ce qui est aussi un point important en droit français, qui ensuite va accepter de la faire inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée générale, même si lui-même donne un avis contraire, et qui ensuite, résolution qui peut être votée. Pour tout vous dire, sur les 45 résolutions qu'on a déposées, il y a seulement 2 qui ont obtenu le seuil permettant une modification statutaire chez Alcatel et Vivendi. Mais ce que je voulais dire, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce que vous avez dit. Ce qu'a dit Pierre-Yves est intéressant aussi, c'est-à-dire le problème de la mesure des choses en matière environnementale. Je pense que ça, c'est un point extrêmement intéressant, puisque, en effet, la gouvernance, à notre avis, chapeaute les sujets environnementaux, les sujets sociaux, parce que c'est à partir de la gouvernance qu'un conseil d'administration et éventuellement l'Assemblée générale vont se prononcer sur des décisions environnementales et sociales. C'est très difficile en droit français de faire modifier ou présenter une résolution en matière environnementale, parce que c'est exactement l'environnement est dans le champ de compétences du Conseil. Donc, en tant qu'actionnaire, vous n'avez pas le droit d'entrer dans le champ de compétences du Conseil d'administration. Donc, la seule astuce que nous, on avait trouvée en 2011, c'est la seule résolution d'ailleurs environnementale que l'on ait déposée, qui n'ait jamais été déposée en France sur le sujet environnemental, c'est nous qui l'avons fait en 2011. C'était donc de modifier les statuts de Total en demandant que Total fasse un rapport audité chaque année par le Conseil sur les risques environnementaux et sociaux que faisait peser l'exploitation des sables bitumineux par Total. Vous voyez, c'est une astuce juridique. On a trouvé cette astuce juridique. Bon, ça a déclenché une guerre atomique avec Christophe de Margerie, des menaces. Enfin bon, ceux qui s'opposent aujourd'hui à des sociétés émettrices savent à quoi ils s'attendent. En France encore, c'est vraiment une confrontation. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de choses, en effet, beaucoup de points sur lesquels d'ailleurs devrait travailler Droit et Croissance. Et ces points d'ordre juridique, de savoir si... où est la compétence de l'actionnaire sur certains sujets, où est la compétence du Conseil? Est-ce que l'Assemblée générale, qui est quand même une instance qui a tout à fait souveraine, peut se prononcer sur un certain nombre de sujets qui ont un impact opérationnel? Voilà, je pense que c'est tous ces sujets-là qui doivent être abordés. Merci Denis, effectivement, sur toutes ces considérations, c'est un sujet
à la fois très technique et en fait absolument central sur ces questions d'engagement. On pourrait parler, mais malheureusement, il nous faudra encore des heures pour épuiser le sujet de la comptabilisation des votes et puis voilà, de tout un tas de sujets qui font que pour une raison ou pour une autre, aujourd'hui, la voix des actionnaires, de façon technique, est limitée. Alexis, peut-être voulez-vous compléter ce qui vient d'être dit ? Disons qu'à 2 reprises, on a mentionné les problèmes de mesure des impacts environnementaux. Alors, la première réaction, c'est que, et encore, c'est de loin dans les impacts extra-financiers ce qui est le mieux mesuré. Et donc en matière sociale, par exemple, on est encore au balbutiement d'une démarche qui permettrait de comparer vraiment la responsabilité d'un émetteur plutôt qu'un autre. Et pour autant, je ne méconnais aucune des difficultés en matière environnementale. La première étant qu'il n'y a pas de normalisation de la manière dont vous mesurez des émissions carbone. Donc vous pouvez le faire en ne mesurant que les émissions directes ou au contraire mesurer tout le cycle de vie de votre produit et naturellement le résultat n'est pas le même. Donc pour que tout le monde ait bien en tête, Porsche émet directement beaucoup moins de CO2 que Veolia, qui fait du service environnemental. Donc si vous ne prenez que les émissions directes, vous avez intérêt à investir dans Veolia. Dans Porsche. Par contre, si vous regardez le cycle de vie, il va de soi que c'est Veolia qui aura vos faveurs. Donc il y a bien un problème de normalisation de comment on compte le carbone. Donc même sur un sujet qui commence à s'être imposé, il se pose une question qui est comment on mesure et comment on s'assure que ce qui rentre dans les machines qui ensuite feront les mesures carbone a du sens. Et donc c'est là où naturellement il y a encore beaucoup de travail à faire. Pierre-Yves ? Sur le vote et les mécanismes de pression, on n'a rien à ajouter, ce n'est pas du tout notre territoire. Par contre, je pense qu'il y a une logique dans les marchés qui commence à se voir, c'est le name and shame d'une certaine façon. Les analystes financiers ne sont pas suffisamment nombreux pour le faire, mais on voit très bien dans notre cas que quand on illustre des cas de réelle déficience en matière de gouvernance, je prends le cas, j'étais à Munich dans une conférence similaire il y a 15 jours pour parler d'un cas qui s'appelle Henkel. Donc on est en Allemagne, c'est une catastrophe en matière de gouvernance. On a instantanément désormais des réactions de la part des porteurs d'actifs sur le thème, comment il faut lire ces grilles-là, comment on doit s'ajuster. On voit bien qu'il y a une réactivité qui n'existait pas. Et on a cette réactivité aussi qu'on a pu exprimer sur des cas comme Saint-Gobain, sur lequel on s'est fâché tout rouge sur la non-gouvernance ou la très mauvaise gouvernance de Saint-Gobain, avec des retours de bâton extrêmement violents de la part de la direction générale. On voit bien qu'il y a un retour de bâton et que c'est évoqué dans les médias que Alpha Value ne devrait pas dire ça. Donc d'une façon ou d'une autre, les choses se font, mais il faut nommer. Et la grande difficulté dans notre métier, ce sont les modèles économiques qui ne permettent pas toujours de nommer. Pour abonder dans votre sens, le sort funeste qu'a connu le CEO de Bayer sur l'opération Monsanto, parce qu'on ne peut pas penser que c'est parce qu'il y a eu tout l'écho médiatique venu des États-Unis, notamment sur le cas du jardinier américain là, qui a attaqué Monsanto, et que du coup là on a vraiment un lien, un fait divers, un phénomène de société, un sujet de société, et puis une traduction concrète quasi immédiate en matière de gouvernance sur une décision qui a été prise et soutenue par un conseil d'administration. Oui, bien sûr. C'est un cas sévère. Il y en a eu d'autres aussi. Allez, ING, on va faire la chronique. Corruption. Non, mais voilà, il y a quand même une prise de conscience. C'est des choses. Je parlais de la communauté des analystes financiers qui est censée connaître la correspondance entre une valorisation et des risques de type ESG, pour prendre l'ensemble du sujet. En fait, si vous regardez bien, dans les productions, il n'y a pas de lien objectif numérique entre le risque que poserait une insuffisance d'information, enfin de maîtrise des problèmes environnementaux, par exemple, ou de gouvernance, et une valorisation. Et donc ça va venir, et l'intérêt simplement, c'est que l'analyste financier peut faire cette correspondance. Et donc le name and shame que j'évoquais tout à l'heure, c'est la multiplication de recommandations qui pourraient être négatives pour avoir intégré de façon la plus disciplinée possible ces éléments-là. Ça commence à se faire. On pourrait rajouter le poids que peut avoir, alors au-delà de la communauté des analystes financiers, des journaux à la très grande réputation, je pense évidemment encore une fois au FT, et presque à la valeur que peut avoir un article d'un journaliste du FT sur la valorisation d'une entreprise cotée. Absolument.
Pour poursuivre, on doit passer aux questions-réponses. Voilà, je suis vraiment désolé, on était parti là pour toute l'après-midi, mais profitons du coup. Il nous reste quoi, une dizaine de minutes, un quart d'heure? Bon, un quart d'heure pour prendre les questions de la salle, si vous le voulez bien. En espérant qu'il y ait des questions dans la salle, bien sûr. Merci. Christophe Nijdam, ECGS. J'ai une question pour Monsieur Gauthier. Comment est-ce que vous intégrez justement l'ESG dans la valorisation des valeurs que vous suivez? Alors, on a mis ça en place depuis 1 an maintenant, qui consiste simplement à dire quand la gouvernance est mauvaise, ça ne se voit jamais tout de suite. En fait, une bonne gouvernance, c'est une police d'assurance. Si l'accident arrive, la bonne gouvernance permettra de limiter les conséquences de l'accident. Mais une bonne gouvernance ne se valorise pas de façon intrinsèque. Donc la façon de le traiter, c'est de se dire simplement dans la valorisation par ce qu'on appelle le DCF, pour ceux qui sont un peu versés dans la matière financière. Dans cette mécanique de valorisation, il y a ce qu'on appelle le taux de croissance à très long terme. Et ce taux de croissance à très long terme est impacté positivement par une bonne gouvernance et inversement. Ça a un petit impact, mais c'est la seule façon de transcrire à peu près numériquement sans se faire des nœuds au cerveau en matière de complexité de calcul. C'est juste, enfin après là, c'est juste mon petit point de vue, mais en fait, mon impression est que finalement, la plupart, enfin peut-être pas Alpha Value, mais la plupart des analystes financiers finalement restent assez optimistes en général, et donc vont, alors parfois pas assez bien intégrer d'ailleurs les dimensions extra-financières, alors que finalement les grandes controverses, enfin, les grands problèmes majeurs, qui est voilà, Carlos Ghosn se fait arrêter, moins 8%, Volkswagen on en a parlé, UBS se prend 3 milliards, ONG 1 milliard d'amende, enfin tous ces grands sujets d'un seul coup, ouais, où en moins d'1 an Bayer brûle la moitié, enfin toute la valeur de son acquisition de Monsanto, ces grandes décisions majeures qui sont extra-financières en fait à la base, qui impactent la valeur. Le cours s'ajuste très très vite en fait, dans la journée ou en quelques mois. Et j'ai l'impression, donc en fait, c'est presque au niveau du risque. Enfin, c'est plutôt moi l'impression au niveau du risque que ça m'a alité. Donc peut-être qu'il faudrait que les taux d'actualisation des prévisions futures soient plus impactés dans certains secteurs où alors c'est très dur d'anticiper que l'entreprise est à risque. Là, ça c'est le métier magnifique des analystes financiers, c'est regarder dans une boule pour essayer de prévoir l'avenir. C'est très dur. Mais je pense que le taux d'actualisation du risque, peut-être essayer de se dire bon là. C'est extraordinairement compliqué. Peut-être une autre question de la salle. Mais je dirais par contre, parce que c'est très compliqué, ça me permet aussi de faire, peut-être pas, c'est pas la même question, mais un commentaire important, c'est que l'environnement est donc très difficile à intégrer comme risque pour les entreprises. Et on sait pertinemment que ce risque est désormais objectivé et qu'il s'impose à tout le monde. C'est pour nous une sorte de friction majeure sur la profitabilité future des entreprises. Et on n'a pas trouvé autre chose pour le faire que d'abaisser la croissance à long terme pour toutes les entreprises. Donc vous voyez, là, ça montre à quel point par moment c'est extrêmement compliqué d'intégrer ces éléments-là. C'est que la décision est prise d'abaisser les taux de croissance à long terme de tout le monde. On considère effectivement que la planète ne pourra plus croître aussi vite que ce qu'on a connu historiquement, parce que l'environnement n'est plus une gratuité. Ça devient un coût pour tout le monde, d'où des coûts. Mais c'est pour montrer la difficulté effectivement de faire le lien entre en quelque sorte la connaissance d'entreprise et l'intégration de ces éléments extra-financiers qui sont très rapidement un élément de pression financière dans le cas de l'environnement. Il faut prendre des artifices de ce type-là, mais qui en disent long sur l'inquiétude qu'on a quand même. Je suis frappée par le fait que vous n'avez absolument pas abordé les résolutions présentées par les salariés. Merci, madame. Merci. Martine Léonard, CMCI-CAM. Est-ce que vous considérez que c'est un activisme qui doit être vu de façon spécifique, ou est-ce qu'il faut considérer que finalement c'est le même type d'activisme que les autres, que celui des autres
partie prenante, puisqu'ils ne sont pas forcément investisseurs, et comment est-ce qu'on peut faire pour aider ce développement? Même, juste très rapidement, avant que tu prennes la parole, Alexis, merci beaucoup pour votre question. C'était évidemment un sujet qu'on souhaitait aborder, mais pris par l'élan de la conversation et puis le rappel à l'ordre en régie, là, nous, on n'a pas eu le temps de le faire. Donc merci beaucoup pour votre question. Voilà. Alors, juste sur les mots, mais parce que je pinaille. Alors, Martine le sait très bien, mais jusqu'à il y a 4 mois, j'étais très impliqué sur ces questions-là. J'ai changé de casquette et donc je parle au titre d'une expérience du passé. Donc la première chose, c'est que je pense que les salariés ne sont pas une partie prenante, mais une partie constitutive de l'entreprise. Au même titre que du capital, il faut du travail. La question d'ailleurs n'est pas de savoir qui doit primer sur l'autre. Si les deux ne marchent pas ensemble, l'entreprise ne marche pas tout court. Donc sur le vocabulaire, moi j'aime bien une partie constituencies en anglais qui me paraît correspondre à la réalité. Ensuite, la deuxième chose, c'est que alors, le droit permet à un comité d'entreprise de poser des résolutions. Dans le cas français que je connais bien, la plupart du temps, nous avons des holdings, qui fait qu'en fait, finalement, le personnel concerné qui peut poser une résolution, c'est donc les 70 personnes du siège, n'est pas dans la situation où en fait où elle a des difficultés tellement majeures qu'elle a envie d'apostropher les actionnaires. Ce serait plutôt les salariés des filiales qui auraient envie de poser des résolutions. Donc là, pour le coup, il y a un premier frein qui vient de cette différence entre les holdings et les effectifs des groupes qui se trouvent plutôt dans des filiales. Le troisième frein, c'est que malheureusement, alors d'abord, la plupart des syndicalistes ignorent les mécanismes de dépôt de résolution. Donc là, pour le coup, il y a un problème de formation que personne ne songe à les former et que même d'ailleurs quand ils le demandent, on leur refuse. Donc là, pour le coup, il ne faut pas non plus se leurrer complètement. Et quand bien même certains ont l'audace de poser des résolutions, souvent on trouve une astuce dans le règlement pour leur interdire de déposer la résolution. Donc c'est un sujet compliqué que de poser une résolution, sachant que pour le syndicaliste lui-même, ce n'est pas simple de le faire, parce qu'en fait, il rend public un dialogue qui normalement a vocation à se passer entre la DRH et lui, et donc le fait de constater l'échec du dialogue et en appeler aux actionnaires est quelque chose qui n'est pas simple. Alors, je passe sous silence le fait que s'adresser au capital n'est pas toujours simple pour un certain nombre des organisations syndicales concernées, mais enfin, même en faisant abstraction d'une relation au capital parfois complexe, c'est un acte qui n'est pas si facile que ça. Ce qui fait que quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, chez Carrefour, il y a 1 an et demi, c'est-à-dire, vous vous souvenez tous, en janvier, plan de licenciement massif annoncé par Alexandre Bompard, baisse de la participation qui est le déclencheur du mouvement de grève, grève chez Carrefour, mouvement d'externalisation des supermarchés qui deviennent franchisés, et donc ce qui veut dire concrètement pour les salariés qui vont passer d'une convention collective très protectrice et très généreuse, Carrefour étant une très bonne entreprise du point de vue social par rapport aux autres entreprises du secteur, à la capacité pour chaque manager d'hypermarché de renégocier la couverture. Donc ils ont fait le calcul, ils ont vite compris. Donc on a un mouvement social massif, et en fait finalement il n'y a pas de dépôt de résolution. C'est simplement une action le jour de l'AG où il y a un tract qui est porté vers les actionnaires en disant vous récompensez le départ de monsieur Plassard avec un super parachute doré, alors que nous, on vit le plan de licenciement. Voilà. Donc c'est là où on voit aussi tout le chemin qui reste à parcourir. Je ne sais pas si je réponds à votre question, Martine. Est-ce que peut-être, si vous me permettez, madame, d'enrichir aussi la question, pourrait-on pas aussi se poser la question de la gouvernance des fonds d'actionnariat salariés et de cette idée un peu répandue à Paris que l'actionnariat salarié, finalement, constitue une belle pilule empoisonnée et une certaine paix qu'on s'achète? Alors, il y a eu une réforme en loi Pacte dont il va falloir mesurer les effets. Cette réforme en loi Pacte, elle a été portée par le Forum pour l'investissement responsable. Donc, pour le coup, nous, on attend de voir d'abord les effets avec d'autres. Donc, par exemple, le Proxinvest avait beaucoup mouillé la chemise sur le sujet. Les organisations syndicales étaient naturellement intéressées. L'idée de départ était simple. Il consistait à dire, en fait, dans la plupart des fonds d'actionnariat salarié, les représentants de l'entreprise ont la moitié des voix.
Et donc les salariés ont l'autre moitié. Et donc il suffit d'une abstention côté salarié pour que la résolution n'ait aucune chance de passer. Donc, ce qui veut dire pour l'entreprise une capacité à négocier pour avoir une abstention assez forte. Et donc finalement, il n'y avait aucune possibilité pour le pratique pour que la résolution soit déposée, ou en tout cas ça faisait un obstacle assez majeur. Et donc ce que nous avons défendu, c'est l'idée que dans ces fonds d'actionnaires salariés, il y a un conflit d'intérêts assez majeur pour le représentant de l'entreprise. Il se prononce sur la résolution qu'il soumet aux actionnaires. Alors, autant les actionnaires salariés sont bien des actionnaires, autant le représentant de l'entreprise qui vote dedans, là pour le coup, sa casquette de représentant de l'entreprise et du management est naturellement dominante. Donc nous avons demandé le déport des employeurs au moment, et nous avons obtenu en loi Pacte le déport des employeurs au moment du vote sur les résolutions. Donc le progrès maintenant est fait dans la loi, il reste à mesurer si ça suffit pour que dans la pratique on ait un peu plus de résolutions. Voilà. Je ne sais pas si on a le temps encore pour des questions. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, bonjour Isabelle Chaperon, je suis journaliste au Monde. On a vu tout à l'heure qu'il y avait 4 groupes de travail à Paris qui réfléchissent sur comment protéger les entreprises des activistes en fait. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un groupe de travail qui réfléchit sur comment pouvoir demander plus de comptes aux entreprises pour leurs actionnaires ? Pas à notre connaissance, je crois. Non, pas à notre connaissance, même si... Non, je crois que chaque investisseur... il y a beaucoup d'investisseurs quand même qui se mobilisent, mais alors soit individuellement, soit collectivement. Enfin, collectivement, il y a certains véhicules ou groupes de travail. Au FIR, il y a une commission dialogue. Enfin, nous, on travaille avec FITrust, qui regroupe plusieurs investisseurs. Enfin, donc, il y a des formes de... Après, il y a la question d'action de concert, mais de coopération pour que des investisseurs demandent des comptes à certaines entreprises. Mais par contre, il n'y a pas de groupe de travail au sens tel qu'on peut les voir. Alors, juste pour répondre, alors d'abord dans l'association que je préside, il y a donc effectivement, comme ça a été mentionné, une commission dialogue et engagement qui conduit en fait nos membres, donc des sociétés de gestion, des investisseurs institutionnels, à interroger les sociétés du CAC 40 ou du SBF 120 sur un sujet ESG qui tourne. Donc on a une campagne en cours. La précédente était sur le pay ratio, qui d'ailleurs est rentré dans la loi ensuite. Donc ce groupe-là existe. Ensuite, nous avions porté auprès du Trésor pendant la loi Pacte l'idée que j'ai déjà mentionnée de la possibilité pour les actionnaires de déposer beaucoup plus facilement des résolutions sur les facteurs environnementaux, sociaux ou de bonne gouvernance. Là, pour le coup, il n'y a pas de question de prise de contrôle. Les gros sous ne sont pas en jeu, donc en fait, tout le monde peut respirer. Et en fait, le mot d'activisme a été le paramètre politique qui fait que, alors que j'ai l'impression que le Trésor avait écouté plutôt d'une oreille attentive nos propositions, les cabinets ont eu peur. Et ont eu peur qu'il y ait confusion entre ce qui est un activisme environnemental, social de bonne gouvernance et l'activisme qui pourrait conduire à une prise de contrôle et qui, là, pour le coup, était crainte. Et donc, c'est le risque de confusion entre les deux combats qui a probablement tué ce qui me semble une idée qu'il faut continuer à porter. Alexis, si vous m'autorisez aussi pour ma part de prêcher pour ma crèmerie, je vous rappelle l'existence de la note de position de droit et croissance où on porte ces sujets également. Comment faire pour que les entreprises et leurs représentants soient tenus responsables de leurs agissements et puissent rendre des comptes. Et donc du coup, on se tient bien évidemment à la disposition de tous les groupes de réflexion de la place pour présenter nos analyses et puis en discuter librement. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cet échange qui est passionnant. Sur le G, la gouvernance, comment apprécier, au-delà des critères aujourd'hui qui sont peut-être dépassés, et vous l'aviez évoqué, je crois, monsieur, aujourd'hui, qui sont assez quantifiables, taux d'indépendance, de vrais indépendants, diversification, spécialistes qui sont au board. Quels seraient, selon vous, les critères
Alors, est-ce que c'est quantitatif ou qualitatif? Des critères prospectifs qui permettent de dire qu'une entreprise a une gouvernance, donc un board ou un conseil de surveillance, qui est le plus capable d'adresser ces sujets-là. Est-ce que c'est le nombre de comités? Alors, il y a des comités XY, etc. Pardon. Je crois que malheureusement, il n'y a pas de solution magique. Et la meilleure façon, effectivement, de pouvoir juger de la qualité d'un board, c'est d'avoir effectivement un dialogue direct avec les administrateurs qui le composent sur les sujets pertinents. Un président de comité de rémunération, si on veut discuter effectivement du salaire du dirigeant, des présidents de comité d'audit. Alors, c'est compliqué, ça prend du temps, ça demande des ressources. Toutes les sociétés ne sont pas ouvertes sur le sujet et ne mettent pas à disposition leurs administrateurs. Et même si on regarde effectivement globalement, c'est quand même une nouvelle tendance. Si on 3 ans en arrière, c'était quasiment impossible de voir n'importe quel administrateur, même si on ne voulait pas choisir. Mais je pense que c'est effectivement le seul moyen d'arriver à juger de la qualité du travail du Conseil. Sur le document de référence, ça reste quand même très, très légal ou très communication, et tirer une substance scientifique morale, ça reste quasiment impossible. Oui, ça, c'est effectivement bien le problème. Pardon, je ne me suis pas présenté, je suis Jérôme Biscay de Brunswick. Mais là, est-ce qu'on ne voit pas dans d'autres pays comme aux États-Unis émerger effectivement une réflexion de ce type-là? Par exemple, qu'un board, est-ce que c'est une obligation ou pas? Mais je me projette à 5 ans ou à 10 ans. De recevoir des informations régulières émanant du constat social de son entreprise. Par exemple, certains articles du FT évoquaient l'idée qu'il n'est pas normal que le board ne soit pas au courant de quand il y a des départs majeurs de cadres. Est-ce que c'est lié à un malaise qui est un désaccord de fond avec la stratégie? Vous voyez, je pousse exprès la science-fiction de ce que peut être un board du futur dans les critères. Et des spécialistes comme vous sont probablement bien placés pour participer à cette prospection future. Question. Ce qui est effectivement curieux, c'est que dans les standards internationaux, ce qui est le code AFEP-MEDEF en France est fait par les investisseurs et pas par les émetteurs eux-mêmes. Donc ça, pour le coup, si tel est ce que vous sous-entendez, je partage complètement. Il ne serait pas illogique de se demander si le code de gouvernance doit avoir d'autres auteurs. Alors, vous posez une question qui est cruelle, parce qu'en fait, la masse d'administrateurs qu'on est susceptible de croiser quand on est investisseur est monstrueuse. Donc on est obligé quand même d'avoir des règles approximatives, grossières, de sélection. Après, on tombe dans le deuxième sujet, c'est est-ce que l'investisseur lui-même se prend en main? C'est ce qu'on a dit en creux, quand même, c'est qu'il jusqu'à présent ne se prend pas en main, et vous envoyez un petit nombre qui descend effectivement dans la mine, au sens où il va aller voir, il va entretenir une conversation avec les dirigeants et les administrateurs pour voir si ça fonctionne. Mais c'est quand même exceptionnel. Dans la masse des capitaux investis, c'est plutôt l'exception. Donc, pour un conseil d'administration du futur, il faudrait surtout, à nos yeux en tous les cas, parce qu'il y a un problème dont on n'a pas parlé, c'est l'âge moyen des administrateurs. Il y a quand même un problème énorme de recrutement de gens jeunes. Le monde tel qu'il se déploie n'est pas un monde vertical qui va d'un conseil d'administration à un compte de résultats. L'entreprise est devenue un objet extrêmement difforme, avec des géographies très complexes, et des gens qui ne sont pas un petit peu intellectuellement vifs, et notamment sur le plan de l'évolution technologique, ne sont potentiellement pas des bons administrateurs pour demain. Donc ça, c'est une posture d'observateur, et c'est vrai qu'on ne voit pas de mesures prises dans ce sens, puisque dans les chiffres qu'on mesure chez Alpha Value en tous les cas, sur les 10 dernières années, on a bien incrémenté d'1 an l'âge de chacun des administrateurs. Donc on n'a pas rajeuni les conseils d'administration, alors que le monde est franchement devenu beaucoup plus complexe entre l'aplatissement de la planète vers l'Est et puis les chocs technologiques qu'on les connaît aujourd'hui. Je ne parle pas des chocs d'environnement. Donc dans le système de sélection d'administrateurs, il y a vraiment un problème. Et donc ça nous ramène évidemment au sujet de la prise en main par les asset owners de leurs responsabilités fiduciaires. Donc ce n'est pas une réponse, je suis désolé. Une dernière question peut-être. Alors ce n'est pas une question, c'est plus une suggestion qui permet aussi de rebondir sur ce qui a été mentionné ce matin, qui était une question, c'est comment mesurer un administrateur efficient. Donc suggestion, 2 acronymes anglo-saxons. Le premier, c'est le CIAO. Et le second, c'est le NIFO. Alors, c'est quoi? CIAO, c'est C-I-A-O. C pour commitment,
I pour indépendance, A pour attendance et O pour ownership. Et le NIFO, vous connaissez tous le LIFO, last in, first out. Du point de vue de l'administrateur, c'est nose in, fingers out. Suggestion. Merci, merci beaucoup, merci à tous. Merci pour cette discussion. Alors, il ne m'en revient pas d'en juger, mais je crois qu'elle était vraiment très bonne. Il me revient à la gouvernance d'entreprise sur un thème qui, j'espère vous en êtes convaincus désormais, est majeur et va nous occuper pour les années à venir, qui est celui de l'engagement actionnarial. J'ai la faiblesse de penser que c'était un programme très riche, et je ne suis pas le mieux placé évidemment pour en juger, hein, mais c'est un programme très riche. En tout cas, sachez qu'il y a eu beaucoup de travail, énormément de travail de la part des membres du think tank, central dans le dispositif, et sans qu'il rien n'aurait pu, qui s'occupe déjà à ranger ses affaires, parce qu'elle passe à la suite. Gaël, Gaël, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Sans toi, honnêtement, ça n'aurait pas été possible. Ça n'aurait pas été possible d'organiser cette conférence, et donc nous sommes très très reconnaissants pour tout ce que tu apportes au think tank, et finalement aussi à la qualité du débat de place sur ces sujets éminemment importants. Tout a été dit, hein, j'ai pas envie de finir par une synthèse. Grosso modo, vous ferez votre idée. Ce qui nous importait, nous, ce qui importe Droit et Croissance, c'est de poser les débats à un bon niveau. Voilà. Et pour poser les débats à un bon niveau, il n'y a pas de miracle, il faut travailler, il faut lire, il faut se référer aux sources sérieuses, aux sources pertinentes, il faut comparer, il faut se remettre en question, il faut poser des questions, il faut questionner les habitudes. Et en fait, ça c'est très dur à faire, c'est un travail de fond, de longue haleine. On est quelques passionnés engagés dans ce think tank. On en a parlé hier, une génération de jeunes enragés, extrêmement bien formés, très 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 intelligents qui arrivent, et on repose beaucoup sur eux pour encore une fois poser les débats à un bon niveau, pour instiller, alors modestement, mais instiller une culture de place. Ce qui est frappant, alors vous allez me dire, la référence est facile, et encore une fois, je ne fais pas la référence pour dire les pays anglo-saxons c'est mieux, parce qu'on nous a souvent reproché à Droit et Croissance voilà, de dire que notre référence c'était les pays anglo-saxons et qu'on voulait copier bêtement ce que faisaient les pays anglo-saxons. Pas du tout. Ce qu'on veut copier, ce que moi j'aimerais copier, si vous m'autorisez à parler au nom de Droit et Croissance, c'est de ce que je vois à Londres, cette culture. Il y a une culture, il y a une identité à Londres. Quand vous parlez avec des asset managers, quand vous parlez avec des avocats, etc., il y a un certain niveau. Il y a un certain niveau, et en fait, on aimerait qu'il y ait ce même niveau avec évidemment l'identité française, évidemment l'histoire française, évidemment la culture française, mais avec un même niveau sur ces sujets de droit, sur ces sujets de finance. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on parle de gouvernance d'entreprise, mais le think tank s'occupe de plein d'autres sujets, de régulation bancaire, de concurrence, de restructuring, de sujets très très prospectifs comme la blockchain, smart regulation. Et sur tous ces sujets, on a la modeste prétention d'élever le niveau du débat. C'est difficile, c'est de longue haleine, nos moyens sont très modestes, et encore une fois, on n'en demande pas plus, on aimerait juste avoir la communauté des soutiens, la communauté des amis de Droit et Croissance. Et puis j'espère qu'on vous a convaincu et que vous en ferez désormais partie. Cette communauté des amis de Droit et Croissance qui aider de temps en temps, qui contribuer de temps en temps, qui ouvrir des portes afin de voilà, œuvrer dans ce projet collectif qui est celui qui a été donc à l'origine lancé par la vision et les intuitions de Sophie, et qu'on essaye aujourd'hui de faire prospérer à une plus grande échelle. Voilà, merci à tous. J'espère que vous avez passé un très bon moment, et on espère vous retrouver pour une prochaine occasion.